Bienvenue sur Hémisphère Droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons au cours de ce podcast nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Je prends la parole avant le début de l'épisode pour vous présenter Frictionless, notre agence digitale qui vous accompagne sur les différentes phases de votre projet, la recherche utilisateur, le design d'interface utilisateur, ainsi que le développement de sites internet et d'applications mobiles. Hello Amélie, je suis ravie de te recevoir sur le podcast d'Hémisphère Droit et je te laisse te présenter. Bonjour Anna, moi aussi je suis ravie. Donc je suis Amélie Boucher, je suis consultante et coach en UX design depuis un petit peu plus de 15 ans maintenant, donc je n'ai jamais fait que ça dans la vie. Et je suis aussi auteure d'un bouquin sur le sujet qui s'appelle Ergonomie web et UX design. Aux éditions Erol. Super. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail sur justement le process qui a bien été décrit dans ton livre au travers de la user research, qui est un sujet qui est notamment très très populaire dans le domaine de l'UX, puisque aujourd'hui c'est un métier à part entière et du coup j'aimerais avoir ton avis là-dessus sur justement la segmentation des métiers dans l'UX et ton avis sur la question de façon plus générale. Alors, mon avis va être, sans surprise, très dépendant du contexte des clients avec qui je travaille. Il y a un peu deux grands symptômes. Volontairement, je vais prendre deux extrêmes dans les grosses boîtes et les plus petites. Il y a un objectif quand même commun et qu'on peut tous poursuivre, qui est d'installer la pratique de la user research. Par rapport à il y a encore quelques années, on a cette chance que le concept même et les valeurs derrière sont très populaires, c'est très à la mode, tout le monde a envie de faire ça. Donc on a moins besoin de convaincre de l'utilité qu'avant. Par contre, dans l'opérationnel, savoir comment on fait, là en général, c'est un petit peu compliqué. Et donc malgré le fait que tout le monde soit convaincu, on n'est pas encore très bon sur l'opérationnel. Donc pour moi, il n'y a pas de process idéal. En fait, c'est vraiment, on fait au max en fonction de ses moyens. Dans les grosses boîtes, ce que j'observe souvent, c'est que, et ça c'est pas nouveau, on va beaucoup commander des études. Alors d'abord à l'extérieur, aujourd'hui ça tend à s'internaliser, mais puisque justement, comme tu le disais, les métiers commencent à se spécialisés avec des rôles de user researcher qui sont dédiés. On assiste presque aujourd'hui à un rapport client-fournisseur qui est très dangereux, de bataillons de researchers qui viennent fournir des services d'études à des UX designers. Et la problématique derrière, c'est que tout comme avant on le faisait avec des boîtes externes, on commande des études parfois un peu à tort et à travers. Le quotidien on le connaît tous, on reçoit des études qu'on lit jamais, ou on lit les 3 premières pages, ou on assiste aux 10 premières minutes de restitution, puis après on fait autre chose. Il y a presque, et ça je trouve ça très embêtant, une démonstration de genre oui, on fait de la user research, on est trop fort, on est dans le game, mais pas assez d'appropriation vraiment de la matière, du contenu. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu observes aussi. Ouais, écoute, c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on est user researcher, ça fait tout de suite un peu comme si tu apparais comme un consultant, et c'est assez détaché, je trouve, de l'approche UX en tant que telle, dans le sens où, comme tu l'as dit, il y a l'effet de dissociation un peu, où tu te dis mais est-ce que ce que je vais délivrer, ça va être bien compris par les UI, même les UI designers qui vont vraiment conceptualiser le produit sur la partie plus graphique. Donc il y a vraiment ces notions-là de savoir jusqu'où en fait tu vas travailler avec tes clients et cadrer le besoin et garantir en fait au bout du compte que ça va être actionnable. Oui, alors il y a quand même une différence à faire entre dans le gros paquet user research, entre les études amont, on va être plus dans l'observation, le questionnaire, rechercher les problèmes des gens, questionner ce qui se passe pour eux dans la vie. Donc ces méthodes un peu plus amont, et puis tout ce qui est plus test de proto,
donc souvent test d'utilisabilité pendant les sprints. Et là, en particulier sur cette étape-là, c'est vraiment capital d'avoir, si ce n'est des binômes, en tout cas des pratiques collaboratives vraiment ancrées, de façon à éviter l'effet je commande un test, on me dit ça va pas, et puis je comprends finalement à moitié ce qui s'est dit. Pour moi, c'est le moment où l'UX designer doit être le plus proche du researcher, parce que la façon de mener un test d'usabilité est tout à fait différente si on est vraiment au cœur du sujet ou s'il nous a été amené par quelqu'un d'autre. Presque la beauté d'un super test, c'est quand un utilisateur rencontre un problème, on arrive à poser la bonne question, à faire la bonne relance, parce qu'on a en tête un peu les opportunités de solutions qui sont derrière. Et ça, c'est particulièrement difficile pour des researchers qui sont, par définition, pas les gens qui ont prototypé le produit qu'on est en train de tester. Ouais, bien sûr, non, je suis totalement d'accord. C'est vrai qu'il y a deux aspects. Il y a la partie qui est plus terrain, auquel je pense que tu es assez habitué et tu pourrais nous en dire un peu plus. Et il y a effectivement la partie post-production, c'est-à-dire vraiment savoir si ça a apporté de la valeur. Et c'est vrai que c'est deux choses à bien distinguer. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de cette première partie? L'amont. Oui. Le chercher, interviewer, observer. Idem, hein, sans grande surprise, on n'a pas inventé ces méthodes-là. Simplement, aujourd'hui, elles sont plus populaires et on les utilise plus qu'auparavant. Peut-être ce qu'on a tendance à minorer, auquel on ne fait pas assez attention, c'est que dans l'activité de recherche, il faut faire très attention à ne pas être simplement orienté vers la découverte de nouvelles choses ou le fait de créer une démarche pour aller chercher quelque chose. C'est extrêmement important de s'attacher à regarder ce qui existe, ce qu'on a. Et notamment tout le travail avec la data est hyper clé et on a tendance à le séparer parce que ce sont des métiers différents. Or, il n'y a rien qui a plus de valeur qu'un binôme ou une équipe data et UX qui travaillent ensemble pour aller s'interroger sur qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qui va nous donner des indices, qu'est-ce qui va nous permettre de repérer des choses via le quanti, qu'ensuite on va aller pouvoir creuser avec du quali. Dans les orgas qui réussissent à faire ça, on voit que ça marche beaucoup mieux naturellement. Ouais, c'est vrai que c'est deux métiers qui sont très complémentaires. Je pense que le rôle du data scientist, il a toute sa place dans toute cette phase de recherche et dans tout l'aspect vraiment produit en tant que tel. Moi, je pense que les data scientists, ils devraient être à part entière dans des équipes, même produits, tu vois, à interagir même avec des product managers si on va un peu plus loin et on parle en termes de process et en termes de squad, un peu comme à la façon des startups. Et c'est vrai que oui, la partie quanti, en fait, pour moi, elle permet elle vient complémenter le quali. Et en fait, en faisant merger les deux, c'est là où tu arrives à avoir de la valeur. Et aussi, parfois, en fait, on en parle souvent, c'est cette posture de designer, c'est-à-dire qu'en fait, au sein d'une entreprise, comment tu arrives en fait à proposer des solutions dans le sens où tu auras forcément dans la team quelqu'un qui va être plus sur des chiffres, qui va avoir besoin de chiffres justement, qui a été éduqué là-dessus et comment tu l'éduques sur la partie quali et l'aspect humain avant tout. C'est un des objectifs clés de la user research, en fait même du rôle du designer en entreprise. C'est aussi, au-delà du côté opérationnel, de porter la voix de l'utilisateur. Donc il y a un objectif d'évangélisation des équipes qui est clé. Et c'est vrai que comme aujourd'hui on fait beaucoup de user research, c'est un métier, il y a des gens qui sont payés pour ça, on a tendance à peut-être dévaloriser le fait que c'est aussi une activité qui peut être menée par tout le monde en fait, et qu'il n'y a pas de honte à mener de la user research quand ça n'est pas son métier. J'y vois vraiment un impact hyper positif sur un peu la dose d'empathie qu'on arrive à générer chez les gens, les équipes qui nous entourent et qui ainsi peuvent se rendre compte de ce que vivent vraiment nos utilisateurs
c'est clé. Et c'est pas grave si on a mené des interviews et que c'est pas l'état de l'art et que c'est la première fois qu'on le faisait. Si on ressent vraiment profondément ce lien avec l'utilisateur. Et moi, il n'y a rien que j'aime tant que quand chez mes clients, les gens me disent ah mais là, tu te rends compte ce qu'il vit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose pour lui. Et que 6 mois après, il m'en parle toujours. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on a bien réussi le travail d'appropriation et porter la voix de l'utilisateur. Et c'est plus facile quand on permet aux gens de s'impliquer dans les activités de user research. J'essaie de trouver un exemple. L'année dernière, je bossais avec les équipes de Se Loger et on a fait un truc un petit peu bizarre. J'ai demandé à l'équipe de dev, à ceux que ça intéressait, parce qu'on n'est pas forcément tous câblés pour, mais à ceux que ça intéressait, de faire passer une interview. Parmi la vingtaine que je faisais, voilà, ils étaient 4, chacun a fait passer une interview. Alors je les ai un peu briefés, formés au départ, ça n'a pas pris longtemps, et puis ils ont fait leur interview. J'aurais pu me dire, il faut absolument que je fasse les 20 parce que je veux vraiment une qualité exceptionnelle et je veux tout maîtriser et contrôler. J'ai pas pris ce parti-là parce que je me suis dit que c'était capital qui s'approprient les choses et qui se rendent compte. Et en effet, ça a changé énormément de choses a posteriori sur comment on a pu travailler ensemble. C'est un petit exemple, mais c'est par plein de petites choses comme ça qu'on peut faire infuser la voix de l'utilisateur et ses démarches de recherche utilisateur dans l'entreprise au global, plutôt que la réserver. C'est pas un précaré, voilà, un truc qui est réservé uniquement aux UX. Il faut surtout pas que ce soit ça, sinon on a tout raté. Et dans un process de conception, comment tu t'y prends? Quelle est ta méthodologie? Elle est toujours différente. Enfin, j'ai pas de recette magique que j'applique tout le temps de la même manière, aussi parce que chaque projet est différent. Après, ça dépend de l'étape. Est-ce que tu veux qu'on creuse une étape de conception plus qu'une autre ou un contexte plus qu'un autre? Ouais, alors moi j'aimerais bien, c'est très débattu en ce moment l'idée du wireframe qui est de moins en moins utilisé. Je voulais savoir quel est ton avis là-dessus. It depends. C'est vraiment encore une fois affaire de contexte. J'ai des clients qui s'en passent et on voit bien que quand ils essaient de s'y mettre, parce qu'ils disent quand même c'est pas très normal, dans ce que j'ai appris à l'école, il faudrait quand même que je fasse des wireframes, mais en fait ils se débattent un peu avec et ça marche pas, puis ils se disent de toute façon j'ai un design system, bon. Alors, une des parades que certains trouvent, c'est de faire des maquettes, mais en noir et blanc, ce qui n'a de wireframe que le nom, du coup. Et moi, je me dis que c'est pas très grave, mais ça dépend vraiment du sujet. À partir du moment où on met quand même plus de temps à développer une conception UI qu'un wireframe, parce que précisément c'est de la haute def, on commence à avoir un souci parce que on est tous dans des pratiques d'agilité, on est tous plutôt orientés vers tester rapidement quelque chose. Donc quand on développe un nouveau concept, quand on cherche vraiment, quand on a plusieurs alternatives, qu'on hésite beaucoup, qu'on est à un moment de la conception où oui, on est dans de la recherche de concept, là je trouve que c'est important d'avoir cette étape de wireframe. En tant que presta, c'est aussi très dépendant du client que tu as en face. Moi, typiquement, je vais utiliser le wireframe ou le proposer avec mes clients les moins matures. Sinon, c'est garanti. Je suis sûre qu'au moment où on va passer à l'UI design, finalement, on va remettre en question quasiment tout parce que c'est compliqué de comprendre que le wireframe est une étape d'un projet. Qui ne fait que précéder d'autres étapes et puis qu'on ne grave pas les choses dans le marbre. Mais ça les aide, les clients les moins matures, à comprendre qu'on se pose d'abord la question du fonctionnel, du fond. Après, on commence à attaquer l'organisation, les grandes zones d'information, comment tout ça communique, comment on navigue. Quand même, petit à petit, on va venir affiner. Et donc, le livrable wireframe les aide, je trouve, à comprendre un peu ce process-là et puis à
ça aide à les forcer à s'intéresser vraiment au fonctionnel. Ouais, je pense que c'est très variable et effectivement, aujourd'hui, tu peux aussi très bien faire des user flows qui sont bien détaillés, voire même des sitemaps. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire aujourd'hui, il y a un certain nombre de livrables. C'est vrai que quand on parle de la théorie, justement, on pense même à différents types de user. On parle de user journey, de Customer Journey Map, etc., d'Empathy Map. Est-ce que dans les faits, c'est quelque chose que tu utilises de façon très fréquente? Est-ce que c'est quelque chose que tu remets parfois en question parce qu'il y a des modèles qui sont instaurés, on parle de standards, mais est-ce que tu as réussi à trouver quelque chose que tu peux peut-être potentiellement personnaliser, le faire à ta façon? Voilà, c'est un certain nombre de questions que je me pose. Et moi, j'ai jamais fait une expérience map qui ressemble à une que j'ai déjà faite. Et typiquement, je suis vraiment contre le fait de produire ce type de livrable parce qu'il faut le faire, donc c'est à la mode et qu'on a l'impression du coup de faire un peu différent du copain. On les fait quand ça sert à quelque chose, sinon c'est juste idiot. Et ce qu'on met dedans, alors peut-être quand même le fil conducteur qui fait qu'une expérience map ressemble à une autre, c'est cette histoire de chronologie, le avant, pendant, après, voilà. Et puis on va découper quand même un peu dans le sens logique de l'interaction. Mais après, c'est un petit peu comme avec les personas, on met dedans ce dont on a besoin, ce que le projet requiert. Et même en termes de format, du coup, c'est intéressant d'avoir quelque chose de vraiment sur mesure. De la même manière qu'on fait de la conception sur mesure, il faut qu'on prenne nos propres méthodes comme autant de projets. C'est-à-dire que appliquer des templates tout faits, enfin, c'est terrible. Moi, je coach beaucoup du UX-designer et quand je leur dis allez, on va faire une expérience map, le premier truc qui leur vient, c'est d'aller chercher un template. Ouais. Parce que ça guide la pensée, ça rassure, on se dit voilà, comme ça il y a des cases, je vais essayer de mettre ce qui me paraît le plus intelligent dans la case, sauf que peut-être que la case, elle a aucun intérêt dans le projet. On sort pas des sentiers battus, ouais. C'est ça le truc, c'est que le design, en fait, moi je le vois comme de la conception, de l'innovation, etc. Au final, si on reste ancré dans ce qu'on connaît déjà et qu'on n'essaye pas de changer, de sortir, de prendre du recul aussi sur certaines situations, et d'où l'importance des enquêtes, d'où l'importance du terrain, de la volonté de créer du lien avec sa cible, de mieux comprendre et appréhender ses frustrations, ça permet justement cette prise de distance qui est nécessaire. Elle est plus que nécessaire, ouais. Ouais, je te rejoins complètement. Après, c'est une histoire en fait presque d'agilité intellectuelle. Hein. Et moi, je les comprends ces jeunes designers parce qu'ils ont appris dans un monde où on a du mal à partir de rien. C'est très difficile de partir d'une page blanche. Or, c'est l'exercice. Enfin, c'est le propre de la création, quoi. Si on veut essayer de faire des choses intéressantes et peut-être différenciantes, ben, il faut se forcer à faire ça. Or, c'est très angoissant quand on ne l'a jamais fait et qu'on n'a jamais été éduqué. Mais cet existant-là, si je pars d'un template, ça va forcément cadrer ma pensée. Donc, c'est extrêmement dangereux. Et par rapport donc on a parlé des différents rôles, donc on a creusé un peu plus sur la partie user research. Est-ce que toi tu vois un métier qui est en train d'émerger Ce qui émerge surtout, c'est la spécialisation des métiers, et il y en a plein. Mais finalement, c'est presque même quand le UX researcher ne porte pas ce nom, on observe quand même dans les équipes produits, design, une hétérogénéité folle des profils qui est géniale et qui fait que les compétences que tu as décidé de développer ou celles que tu as apprises à l'école ou en continu donnent une sorte de coloration à ton profil. Et tout l'enjeu pour un manager, un head-of, un directeur du design, c'est d'aller constituer des équipes complémentaires, dont les profils vont bien aller ensemble de façon à un peu assurer toute la chaîne et s'assurer que voilà, il y en a un qui est plutôt UX writing, même s'il n'en a pas le titre, il y en a un qui va être super fort sur telle partie de l'UI, et voilà. Et alors déjà le recrutement sur le terrain de l'UX, c'est très compliqué, mais alors quand en plus on essaie d'avoir ce genre de complémentarité dans les équipes, ça se complique, mais c'est ce qui fait toute la réussite de la sauce, quoi.
Qu'est-ce que tu penses toi, du recrutement en design? Comment tu gères? Enfin, c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire, bien évidemment, mais est-ce que toi, tu arrives à cerner les différents profils? Et parce que finalement, on dit souvent que le designer, il est un peu T-shaped. C'est une personne qui a beaucoup de compétences. On met dans le lot de la casquette de l'UX designer beaucoup d'aspects. Comment tu arrives à segmenter tout ça Chez mes clients, il y a vraiment des contextes très, très différents. Dans les petites équipes, naturellement, on va plutôt se tourner vers des profils multicompétences qui, oui, ont peut-être un tronc un peu plus fort sur l'UX ou sur l'UI. Et moi, je m'attache vraiment à demander aux gens ce qui les intéresse, ce qui les fait vibrer, ce dont ils ont envie. C'est extrêmement important. Parce que si on demande aux gens, est-ce que tu as telle compétence, tout le monde va nous répondre oui. Et ça ne nous apportera pas grand-chose. Ce qu'on cherche en tant que recruteur, c'est vraiment aller cerner on va dire les points forts, ce qui anime les équipes qu'on va recruter, en tenant compte de ce qu'on a déjà. Alors c'est compliqué parce qu'en plus toutes les boîtes start-up ou pas, enfin toutes les boîtes tech ont en général un assez gros turnover. Donc c'est aussi difficile de partir de l'existant parce qu'on ne sait pas s'il va rester. Mais en tout cas, c'est un objectif en tant que recruteur qu'on doit poursuivre. Ouais, tout à fait. Bah écoute, c'est hyper intéressant. Et par rapport, si on revient à comment tu mènes un peu tes interviews utilisateurs, est-ce que toi, tu aurais une technique pour faire en sorte que ce soit pas biaisé, c'est-à-dire que tu vas prendre un maximum de recul, laisser un maximum parler de ton utilisateur, mais surtout construire un guide qui est très ouvert. Est-ce que tu aurais des pratiques, je sais pas, des petits pro tips sur le sujet? Ouais, le premier truc, ce serait déjà de savoir que ce sera biaisé. La recherche d'une interview non biaisée, elle est complètement illusoire. On est des êtres humains, par le simple fait qu'on se parle, on s'influence l'un l'autre. Ouais, par essence, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire que ça va pas que c'est pas unilatéral. On a toujours cette crainte en tant que researcher de biaiser la parole, biaiser la vision, biaiser l'utilisateur. Mais ça va aussi dans l'autre sens. Et voilà. Donc d'abord, je partirais de là. On considère que ce sera le cas. Après, évidemment, on va toujours être dans la recherche d'un guide d'interview et de questions qui biaisent le moins possible. Évidemment que l'objectif d'avoir des questions les plus ouvertes possibles, notamment, c'est quelque chose qui facilite la tâche. Mais la formulation des phrases aussi est clé. Et moi, je m'attache vraiment à la moindre virgule. C'est vraiment un exercice qui prend du temps et qui doit être renouvelé et partagé parce que forcément, par la formulation, on va guider, biaiser. Je dirais quand même qu'il y a deux catégories de questions. Celle où vraiment on voudrait obtenir une réponse spontanée de l'utilisateur et auquel cas la question la plus ouverte possible est intéressante, notamment quand elle ne donne pas une idée de la valence. La valence, c'est une valence négative, ça va être qu'est-ce que vous rencontrez comme problème ou comme difficulté. Une valence positive, ça va être c'est quoi les points de satisfaction. Et les questions ouvertes qui ne donnent aucune indication de valence sont en général hyper intéressantes. Alors moi j'aime bien notamment en questionnaire ou en interview la technique des phrases à compléter. On propose un début de phrase, on a 3 petits points et on demande à la personne de remplir comme bon lui semble. Une question très ouverte qui n'a ni valence positive ni négative, la valence neutre, donc ça va être le plus important pour moi quand blablabla, c'est 3 petits points. Et là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a forcément une expression d'abord spontanée de la part des gens. On ne leur demande pas de cocher des cases ou de répondre oui, non. Et en plus, on n'a dit quasiment rien du tout, à part le fait que ce dont il va parler, c'est quelque chose de saillant pour lui. C'est ce que dit la question, quoi. Le plus important pour moi, c'est ça. Voilà, ce type de question en général est intéressant parce qu'il y a quasiment, il y a très peu de biais dedans. Le biais va venir après, quand on va à réception de la réponse, venir creuser, relancer en disant
Ah bon, vous me dites ça, alors pourquoi? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Alors, toujours dans la recherche de moins de biais, il y a une technique qui est d'éviter de demander aux gens de se projeter dans le futur, parce qu'on ne sait pas le faire en tant qu'être humain. Enfin, c'est quelque chose un exercice extrêmement difficile. Et c'est toujours plus intéressant, on a des données un petit peu plus fiables, entre guillemets, même si on parle bien de quali, quand on demande aux gens de relater une expérience passée, de raconter une histoire, par le détail. Et souvent, quand on fait ça, on a des choses un peu plus vraies ou réalistes que dans un exercice de projection qui est extrêmement compliqué. Ok, c'est hyper intéressant. Moi, j'aime beaucoup cette approche où finalement c'est l'utilisateur qui va compléter. Ça participe à toute cette mouvance de co-création que j'aime beaucoup et c'est encore mieux quand on peut le voir non pas au travers d'une team mais également au travers de l'utilisateur qui comprennent que oui, c'est grâce à lui qu'on conçoit ce produit et c'est lui le premier utilisateur, quoi. Donc finalement, c'est du moment qu'on a son feedback, on pourra avancer, quoi. Oui, alors sans l'idéalisme de la co-construction avec l'utilisateur en atelier, on va pouvoir dessiner ensemble. Il n'y a rien de plus terrible que ce genre de session qui ne fonctionne pas du tout. Ça ne marche pas, quoi. Bah non, c'est trop complexe. Pour moi, c'est vraiment là où tu délimites et tu te rends compte que c'est un métier à part entière. On va pas se le cacher, donc tu peux pas non plus prendre le temps avec l'utilisateur de créer quelque chose de zéro. C'est à toi finalement d'arriver à prendre la distance et à rentrer un peu dans son univers, à être une sorte d'éponge, si on peut dire ça comme ça, pour vraiment comprendre ses émotions et se mettre à sa place sans pour autant qu'on l'implique totalement dans le process, quoi. Oui, alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des key users, enfin vraiment sur des services à très grande récurrence. Ça peut être intéressant, par exemple, d'avoir 2 panels. Je sais que, je vais essayer de prendre un exemple, chez Blendle, par exemple, qui est un kiosque en ligne néerlandais. Ils ont ces 2 panels avec d'une part entre, je ne sais plus, 50 à 100 key users, qui sont des gens dont ils disent eux-mêmes c'est intéressant de les avoir sous la main parce qu'on peut leur demander un truc pour le soir même. Ils sont très disponibles, ils ont envie d'aider, ils sont impliqués dans le produit. Et par ailleurs, comme on se connaît bien, on sait qu'ils vont être 200% honnêtes avec nous dans leurs termes. Donc c'est intéressant d'avoir quand même ce genre de panel de gens proches, tout en ayant conscience des biais. Il faut absolument pas n'avoir que ça. Il y a toujours ce risque du super testeur qui connaît tellement bien votre produit qu'il en devient pas du tout représentatif des gens notamment qui vont arriver, qui vont être un peu plus novices ou moins connaisseurs du produit. Donc ça ne marche que si on a par ailleurs un panel un peu plus large qu'on va interroger par exemple à raison de pas plus d'une fois tous les 3 ou 6 mois. Ouais, et donc toi, tu es d'accord sur le fait que créer une communauté, avoir des power users, c'est essentiel dans l'avancée d'un produit? Je sais pas comment on peut faire autrement parce que le sujet user research, il est dans le faire. Et dans le faire et le fait de pouvoir délivrer suffisamment rapidement. Et un des points noirs dans ce process-là, c'est le recrutement de participants. C'est compliqué, pour autant c'est fondamental, c'est-à-dire que si on se rate là-dessus, on a raté tout le test, et ça demande du temps parce que voilà, les gens ont une vie et un agenda et nous aussi, donc et c'est en plus une tâche qui est logistiquement assez complexe, en tout cas lourde, donc c'est bien quand on veut interroger des utilisateurs très fréquemment aussi de pouvoir se reposer sur une communauté un peu plus impliquée. On ne va pas leur demander les mêmes choses, hein. C'est pas tout à fait le même type de travail, mais ça permet de mener les deux en parallèle, d'avoir un panel plus large pour les tests qui concernent plutôt des features en particulier pour lesquels on va pas avoir besoin de gens qui connaissent extrêmement bien le produit. Lorsqu'on s'intéresse par exemple aux gens qui embarquent sur le produit, qu'ils découvrent pour la première fois, bien sûr que
qu'interroger un panel de power users, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, encore une fois, la réponse dépend du contexte et de ce qu'on a besoin de tester. Est-ce que tu aurais des ressources à nous partager? Que ce soit des sites, de références, des livres? J'allais dire, je ne me documente plus, c'est terrible. Mais en réalité, il y a une telle foule de documentation aujourd'hui qu'en tant que designer, mais je pense que c'est aussi extensible à tous les autres métiers, un professionnel peut passer sa journée à se documenter. Et il y a un bon équilibre à trouver entre comment j'arrive à faire ma veille, à toujours essayer d'aller un peu plus loin dans mes connaissances ou dans la manière dont j'opère sur le terrain, tout en opérant en réalité et en ne faisant pas que me documenter. Donc c'est compliqué. Je trouve des meilleurs livres que j'ai lus dernièrement. Alors il y en a deux. Il y a le bouquin UX Writing chez O'Reilly, mais qui est moins sur la méthodo, mais que j'ai trouvé hyper bien. Alors comment il s'appelle ? Je suis en train de le prendre. Writing is Designing de Metz chez Rosenfeld Media, qui est une super maison d'édition. Leurs livres sont en plus géniaux parce qu'ils sont suffisamment petits pour être lus assez rapidement, ce qui est pas inintéressant. Donc il y a celui-là pour le côté vraiment opérationnel, et puis sur le côté méthodo-pratique, un bouquin français pour le coup chez Erol, qui s'appelle, je crois, l'UX Design en pratique, par Jérémy Cohen et Marina Wiesel. Je crois que tu as eu Jérémy dans un de tes précédents podcasts. Oui, c'est ça. Ce livre, il est hyper intéressant parce que voilà, c'est la vraie vie de l'UX designer. Donc je trouve que pour les gens qui ont déjà une expérience et qui se sont frottés au métier dans sa dans sa dureté, est bien parce que ça prend un pas de recul par rapport à cette vision peut-être un peu idéalisée du design qu'on peut avoir quand on la pratique pas, ou quand on l'a pas encore beaucoup pratiqué, ou pas sur des projets d'ampleur, en tout cas des projets concrets. Et ce gap entre la vision idéalisée du design et la pratique, c'est une des choses, moi, qu'on me remonte le plus souvent dans mon activité de coaching. C'est difficile pour un designer, j'entends tout le temps, mais les patrons, ils comprennent rien. J'ai l'impression qu'on m'a engagé que pour faire des wireframes, c'est terrible, je suis incompris. Alors, il y a toujours un peu ce syndrome du designer diva ou de l'incompris selon comment on se place. Mais en tout cas, ce qui est net, c'est qu'il y a cet écart entre ce qu'on rêve de pouvoir faire. Parfois, quand on est étudiant, qu'on vient de sortir de l'école, presque ce qu'on nous a promis de ce qu'on allait pouvoir faire. Les projets que mènent les étudiants de design en ce moment, c'est juste génial. Il y a pas une école qui est pas associée à des entreprises ou des associations pour faire mener des projets longs, concrets, réels, à impact. Donc, en général, les projets que peuvent réaliser les étudiants sont géniaux. Et il arrive régulièrement, quand ils arrivent en entreprise, il y a un effet un peu de désenchantement qu'il faut travailler. Et je trouve que, voilà, pour revenir à mon sujet, ce livre, il est intéressant parce que, voilà, il prend les sujets les uns après les autres, les problématiques qu'on peut rencontrer en tant que UX designer. Et d'abord, il dit une chose, c'est que ça arrive à tout le monde, ça nous arrive à tous, ce qui est pas rien, parce qu'on peut parfois se sentir très seul en tant que designer ou dans des petites équipes, avoir l'impression qu'on est les seuls à lutter contre le monde, alors que c'est pas le cas, ça arrive à tout le monde. Et puis il donne évidemment des pistes, des solutions de comment faire une fois qu'on rencontre ce genre de soucis. Donc c'est un super livre. Super. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui souhaite débuter en design? De vraiment prendre le temps de réfléchir. Alors, ça paraît un peu galvaudé, je ne sais pas comment le décrire plus précisément, mais d'avoir une espèce de souplesse intellectuelle et de vraiment éviter de vouloir appliquer des recettes ou ce qu'on a appris
et d'essayer simplement de prendre les choses les unes après les autres avec l'intelligence créative qui normalement nous caractérise. Plein de fois, j'entends quand je pose la question, alors qu'est-ce qu'on a comme data sur le sujet? On n'a pas grand-chose, tu sais, voilà. On a un Google Analytics, mais tout est mal tagué. Bon, bref, on n'a rien. Et quand on creuse un peu, en fait, finalement, on arrive à se dire, alors comment on peut réussir à avoir de la data? Alors, si ce n'est pas en allant taper dans la base de données, peut-être que, j'en sais rien. Tu vois, je bosse en ce moment avec une boîte qui s'appelle Mr Temp. C'est une agence d'intérim 100% digitale. Donc, on est vraiment dans la solution, en tout cas pour la partie recruteur B2B logiciel. Et c'est pas toujours évident d'avoir de la data. Par contre, ils ont des équipes métiers qui travaillent tous les jours avec leurs clients, avec les recruteurs, avec les candidats, et qui ont donc des infos clés sur les usages, sur comment ça se passe. Et donc, il y a des petites techniques toutes simples pour dire, on a, par exemple, 10 chargés de compte qui parlent tous les jours à leurs clients. On va leur demander de remplir dans un tableau une journée type, qu'est-ce qui leur arrive. C'est quoi le type de demandes les plus fréquentes? Dans ces demandes-là, comment elles se décomposent? Voilà. Et donc, bon an, mal an, on arrive à presque fabriquer de la data, en tout cas aller la chercher dans une méthodologie qui n'en est pas une. On a juste essayé d'aller trouver la data là où elle était versus ce dont on aurait pu rêver, un dashboard super clair avec tous les indicateurs, des petits camemberts et les petits camemberts qui vont bien, sauf que ce genre de choses, ça n'existe pas toujours. Et quand ça existe, ça répond souvent pas ou que partiellement aux questions, je trouve, de l'UX design. Sur ce genre de dashboard et dans ce qu'on voit très, très typiquement d'analyse de data, on a souvent des rapports qui sont fabriqués pour aller présenter au board ou envoyer toutes les semaines ou tous les mois à toute la boîte, et donc qui sont souvent sur des affaires de volume. On va être sur ce mois-ci, on a eu tant de visiteurs, tant de taux de conversion, et puis voilà, des données un peu presque commerciales ou business. Là où ce qui intéresse le plus l'UX designer, c'est plutôt des problématiques d'usage en fait. Ce sont plus des pourcentages, des répartitions que des volumes. Ouais. Tout à fait, c'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment hyper intéressant et je pense qu'on en parlera encore hyper longtemps. C'est vrai que c'est des sujets en fait où c'est beaucoup de questionnements et finalement on peut remettre beaucoup de choses en question en termes que ce soit dans les process, que ce soit dans les méthodos, etc. Et c'est toujours hyper intéressant d'avoir l'avis d'experts. Mais ce qui est intéressant, c'est de ne pas prendre les termes à la mode et de les appliquer bêtement, je sais pas, en user research. La problématique de dire on accumule les études, parfois on refait les mêmes sans même s'en rendre compte, c'est terrible, donc on va faire de l'atomic research. C'est un gros mot juste pour dire que, en fait, ce que ça souligne, ce besoin-là, c'est le besoin d'avoir des outils et des leads en interne sur le sujet. Et juste employer le grand mot parce que c'est le dernier truc à la mode, c'est toujours un peu embêtant. Donc oui, l'intelligence du designer va être de dire de quoi j'ai besoin, et du coup qu'est-ce que je me forge moi-même comme solution, comme outil de travail. Et à chaque fois, ce sont des choses sur mesure. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et sur Spotify ou Google Podcast.